librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Lecture et compagnie, j'accueille Danielle Perrault, qui est psychologue et auteure. Alors, bonjour Danielle. Bonjour, Karine. Écoute, ça fait peut-être une quinzaine de minutes qu'on se parle avant l'enregistrement et tout. Et puis, mon Dieu, il y a une richesse dans ton écriture, puis dans ce qu'on va découvrir aujourd'hui, qui va nous amener à découvrir pratiquement un style littéraire. Toi, tu dis que c'est des contes. Ben, il y a des contes et des récits, mais je ne sais pas comment le qualifier, ce style littéraire-là. Il va falloir te lire, je crois. Oui. Alors, Danielle, tu es psychologue. Oui. Et c'est, je pense, la psychologie ou ton travail qui t'a amené à développer ton intérêt pour l'écriture. Non. OK. J'ai toujours écrit. J'ai toujours voulu écrire. Et moi, ce qui me vient en tête, ce sont des histoires, des contes. Alors, quand j'étais petite, j'ai commencé à écrire avant même de savoir écrire. Et alors, j'aime vraiment ça, vraiment. Fait que, sauf que j'ai longtemps écrit, j'ai pas mal toujours écrit, mais j'ai commencé à vouloir sortir mes choses de mes tiroirs il y a une vingtaine d'années peut-être, là. Et puis, parce que là, j'étais prête, je pense, comme ça que je le vois, à dire des choses qui m'auraient touchée, moi, quand j'étais petite. Alors, dans les contes, souvent, à part les princesses puis les rois, puis c'est beaucoup dans l'imaginaire, mais puis aussi les animaux qu'on fait parler, qui vivent des difficultés ou qui aident les enfants. Moi, je trouvais que j'aurais aimé ça qu'on s'adresse à moi comme un individu, comme un être humain qui vit des choses, qui passe à travers des épreuves et puis qui les surmonte et qu'on m'aide à les surmonter, mais pas avec un imaginaire loin de moi. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire, moi. Je vais accompagner les petits qui ont des enfances parfois douloureuses. Des fois, je dis, pas parfois, souvent, très, très, très... Quand tu es un enfant puis que tu souffres, tu es seul. Alors, l'écriture, la lecture, c'est quelque chose qui peut être extrêmement enrichissant et réconfortant. Oui. Alors, l'enfant, il reste seul s'il est mal accompagné, mais s'il y a des livres qui peuvent le soutenir, c'était ça mon objectif. C'est pour ça que j'écris. Je me souviens d'une auteure jeunesse qui s'appelle Sylvie Kanjian, qui est une auteure de la région, qui dit « Un enfant qui lit n'est jamais seul. » C'est vrai. Mais un adulte aussi. Oh oui, c'est sûr. Mais sûr. Un enfant qui est plus démuni, il est plus tout seul. Mais ensuite, ça ne plaît pas juste à des petits-enfants, pas juste à des enfants qui vivent des difficultés. Des enfants qui ont la chance d'être aimés puis d'être bien accompagnés, eux, ils vont probablement comprendre et développer de la compassion pour ceux qui vivent des difficultés, qui sont absolument éloignés d'eux. Ça m'est arrivé souvent de voir des petits-enfants qui lisaient mes contes, un de mes contes, puis qui faisaient « Oh, mon Dieu, c'est possible, ça arrive dans la vraie vie. Ah oui. Oh, pauvres autres! » Alors, ils pouvaient comprendre ce qu'un autre enfant... Puis souvent, ça arrive chez les petits qui sont bien accompagnés. Ils ne peuvent pas imaginer des choses difficiles. Mais comme les contes, ils trouvent toutes des solutions. Oui, ça finit bien. Mais pas de façon gna-gna. Ça finit bien parce que l'enfant a trouvé des solutions. Mais il les a cherchées. Mais avant ça, il avait vraiment souffert. Mais il s'est rendu compte de ça qu'il souffrait et qu'il trouverait des solutions pour arrêter ça. Alors, il devient plus intelligent, plus ouvert, moins démuni, moins victime. Et puis, il va développer ses forces, ses ressources à l'intérieur de ce qui est autour de lui et qui existe. Il va le trouver. Au lieu juste de subir. Ou de dire l'autre est chanceux, puis moi, je ne le suis pas. Puis non, il va devenir partie prenante de sa vie. Il va trouver des solutions à son âge. Alors, j'aime ton mot solution parce qu'on se parlait avant justement d'enregistrer. Puis je disais, toi, tu n'es pas là pour donner des conseils. Non. Tu es là pour que les gens
pour aider les gens à trouver des solutions. Oui, mais je vais les guider, par exemple, Oui, là, c'est pour qu'ils ça. les trouvent, leurs solutions. Là. Je ne vais pas les Exactement. laisser... Parce que c'est ce qu'on se disait, on Non. disait, on va voir un psychologue parce qu'on a des problèmes. ouais. Alors qu'on devrait plutôt aller voir un psychologue pour trouver des solutions. Oui, Tout à fait. C'est Oui. vrai, ça. oui, effectivement. Donc ça, c'est la série de contes. On va les laisser de côté un petit Ouais. peu, là, parce que ton petit dernier, c'est plus c'est des récits cliniques, mais c'est des histoires aussi, c'est des contes, parce que Ce sont des chacune... contes. J'ai marqué récits cliniques, mais dans le fond, si j'avais recommencé, je ne Oui. marquerais pas ça. Parce que ce sont des Des récits. histoires vraies. Ce sont toutes des histoires vraies. que tu racontes dans une autre forme. Bien entendu, on veut protéger l'anonymat des personnes qui ont Ouais. vécu ces histoires-là. Qui m'ont autorisé aussi Oui, à écrire leur histoire. effectivement. Et Il y a même des gens qui me raconte-nous demandent de l'écrire ta- leur histoire parce qu'elles veulent qu'elles servent. Parce que quand ce sont des petites et de très grandes histoires. Dans ça, on en a. Tu as des histoires d'enfants, des histoires d'adolescents, des histoires d'adultes, des histoires de vie, finalement. Et ces histoires-là, bien, elles sont vraiment très différentes. Il y a à peu près 50 portraits là-dedans. Fait que... Mais c'est aussi soutenu par qu'est-ce qui sous-tend l'histoire, les croyances, pas juste la société dans laquelle nous vivons. Alors, c'est vraiment un travail de réflexion à profondeur sur notre histoire. Puis moi, si j'ai écrit ça, puis si j'ai décrit tant d'histoires, c'était pour permettre aux gens de s'approprier, de voir leur histoire de vie Oui. comme une histoire. Et donc, de s'en détacher pour la voir apparaître, puis de faire « Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, on arrête d'avoir le nez collé dessus, Exactement. puis on prend un peu de recul Ouais. pour mieux l'analyser puis mieux l'appréhender. Pour trouver des solutions, Oui. pour sortir de notre histoire parfois merdique. Parce que c'est la réalité. Oui, c'est ça, c'est sûr. Hein? C'est pas facile. Mais quand on le voit comme une histoire, ça dédramatise même des histoires terriblement moches. Terriblement moches. Parfois, moi, je vois des gens qui ont des histoires tellement difficiles que je trouve que c'est comme des héros. Ils sont encore vivants. Je suis comme, waouh! Ah oui, à ce point-là. Ben oui. Ils savent pas, eux autres, mais moi, j'écoute, puis je fais comme, oh là là, comment? Je les vois comme ils savent pas comment ils sont déjà des héros pour être encore vivants. En vivant ces choses-là, je suis comme, waouh! Mais comment on va faire pour trouver un sens, pour que toutes ces horreurs-là puissent avoir un sens et servir à eux comme aux autres. Mais quand tu es dans des histoires moches comme ça, tu ne le vois pas, tu fais juste souffrir, tu sais. Alors souvent, mettons que ce serait un enfant que je vois puis qui vit des histoires épouvantables, là. Puis il y en a malheureusement Oui. encore en 2019, c'est Oui. effrayant. Et les tout petits ou les moyens, là, tout petits, ils savent pas, ils sont trop petits, ils sont dans l'histoire, ils comprennent pas leur histoire, c'est Mais normal, et puis ils sont totalement dépendants de leur histoire. Ils savent pas comment, puis ils sont dépendants des grands qui prennent soin d'eux autres. Et c'est très difficile, parfois c'est épouvantable. Mais raconter leur histoire avec eux, entendre leur histoire, des fois, moi, ça me bouleverse à un point où j'en dors pas, où je me dis, mais comment je vais faire? Mais c'est un dur métier d'être gardienne de ces histoires-là. Oui, oui. Mais alors, là, je le vois comme une histoire, puis là, je fais comme, ça m'aide à prendre de la distance et à trouver des solutions, ou en tout cas de voir leur histoire, parce que moi, mon job, c'est de trouver des solutions. Comment on peut transformer ça en force, en ressources? C'est ce que tu dis dans ça, c'est que derrière toute histoire laide, Même terrifiante. terrifiante, etc., Ils sont belles. Toutes ces histoires-là sont belles. Alors, mais elles deviennent belles quand on arrête de souffrir, quand on arrête d'en souffrir. Mais pour ça, il faut la voir comme une histoire. Tu vois, en tout cas, je sais pas comment dire sans dire, là, mais parce que je ne veux pas parler de quelconque personne en particulier, mais parfois, des histoires sont tellement... J'écoute, puis je fais comme moi. Puis là, je fais comme... Ah!
Et là, je fais comme, wow, je me permets de dire, wow, j'en reviens pas. Ah, t'as vécu ça, puis t'as vécu ça. Ah oui, comme une histoire, comme si on me racontait une histoire. Et là, les gens deviennent intéressés par leur histoire parce qu'ils voient bien qu'ils me racontent une histoire. Puis là, j'ai comme, mais c'est fascinant. Puis après, t'étais où? Puis après, puis comment ça s'est passé? Et là... Alors, on est loin du psychologue qui s'assied, puis qui écoute, puis qui dit rien, puis qui nous tend des Kleenex, là. Non. Mais remarque, les Kleenex sont toujours là. On a le droit de pleurer, on a le droit. Oui. On a tous les droits. Dans mon bureau, on a vraiment tous les droits. On a tous les droits. OK? Bon. C'est vraiment... Hey, c'est un enfant, c'est un enfant. C'est un enfant, hein, si c'est un enfant, je dis bien, parce que je ne travaille pas juste avec des enfants. Non, tu travailles avec tous les groupes d'âge, là. Absolument, oui. Tu me racontais justement que tu avais été à Bordeaux. Oh oui, il y a 2 semaines. J'ai été invitée à Bordeaux. À la prison de Bordeaux. À la prison de Bordeaux. Et il y a une émission de radio qui existe à l'intérieur des murs, qui est maintenant une émission de vidéo. Oui. Ça s'appelle Les Souverains Anonymes. Et j'ai été invitée parce que l'autre fille qui a créé l'émission, qui rencontre les prisonniers, bien, il a créé cet espace de création, dans le fond, à l'intérieur des murs, mais qui amène les prisonniers à sortir des murs. Et bien, il a procuré des exemplaires de Guérir de son histoire aux prisonniers avec lesquels il travaille, qui l'ont lu et qui ont préparé une émission et qui m'ont invitée. Et puis, on a fait une émission avec eux il y a 2 semaines, Les Souverains Anonymes. Il y en a une petite histoire très courte ici, si tu me permets. Je vais en faire la lecture à nos auditeurs. C'est laquelle? Se séparer des peurs avec bienveillance. OK. Un jour, un petit garçon de 5 ans arrive avec sa grand-mère. Il se promène tranquillement dans le jardin qui mène à mon bureau. Il découvre la place en admirant la nature qui les environne. La grand-mère prend peur. Une abeille tourne autour d'eux. La dame gesticule et se met à crier. Le petit garçon lève la tête et attrape d'un coup le comportement de sa mamie. Il se met à crier lui aussi. Les deux courent jusqu'à ma porte. Ils sont en âge et super énervés. J'ouvre la porte pour les accueillir et les laisse entrer. Je m'adresse au petit. « Oh là là, tu as bien failli attraper la peur des abeilles de ta grand-maman. Je te regardais quand tu l'as imité. » « Ça fait longtemps, madame, que vous avez peur des abeilles? » « J'ai toujours eu peur d'elles. Ça pique, ces bestioles-là, on doit s'en méfier. » « Vous avez raison, on doit être prudent, surtout quand on les dérange pendant qu'elles butinent. » « Est-ce que vous accepteriez, madame, que votre fils devienne prudent sans qu'il ait peur? » « Oh, je n'avais jamais pensé à ça, je croyais qu'il fallait en avoir peur. » « Mais pas du tout, on peut apprendre à connaître les abeilles ou encore les guêpes sans en avoir peur. » « Tu vois, petit, ta grand-maman accepte que tu te sépares de sa peur. Tu n'en as pas besoin. Je sais, c'est plutôt bizarre. En principe, ce sont les grandes personnes qui nous apprennent et nous rassurent, mais parfois, ça peut être différent. Tu peux constater que ta grand-mère a développé une peur sans que tu ne l'aies. Et voilà. C'est très simple, effectivement. C'est toujours très simple. Oui. Mais nous, on complique tous les humains. Ah bon? Alors, c'est pas mal ça. On complique, nous autres. On n'a pas appris autrement. Ah bon? On a appris à se faire chicaner, on a appris à avoir peur, on a appris à réussir, on a appris à avoir des bonnes notes, pas des mauvaises. On a appris... C'est ça qu'on a appris. Il faut être bon, il faut pas être ci, il faut être ça. Fait qu'on a appris à être dans un moule. Dans un moule. Et voilà. Puis on apprend. Parce à force de rentrer dans le moule, on va devenir tous des tartes. Il y en a un qui s'appelle justement... C'est une citation, ça. La tarte aux pommes. Il y en a un qui s'appelle la tarte aux pommes. C'est une petite citation, ça, que j'ai trouvée. Je me souviens plus de l'auteur. À force de vouloir rentrer dans le moule, on devient toutes des tartes. Eh oui, c'est vrai. Ou des gâteaux. Ou des gâteaux, oui, c'est ça. Ça dépend du moule. Ou des biscuits. Ou des biscuits, ça dépend Alors, du moule. les récits cliniques, donc, t'en as combien? T'en as plusieurs, Une parce que je regardais au début. Et donc, à la prison de Bordeaux, t'as fait une émission là-dessus et t'en as lu un.
Non, j'en ai lu 2, mais le T'en as lu dernier, 2? ouais, parce que ça s'y prêtait, parce qu'on Oui. parlait de tout. Parce qu'en fait, les détenus, ils sont venus me raconter leur histoire. C'était Ah, assez aussi. fascinant, parce qu'ils ont des histoires extrêmement difficiles. Ben oui. Et ils ont accepté de me raconter leur histoire, et c'était vraiment extraordinairement touchant. Et c'est pas facile de raconter son histoire, Non. et surtout pas devant des caméras, en Mhm. sachant que nos parents, plein de monde, vont l'écouter et nous juger peut-être, ou vont avoir peur d'être jugés. Alors, tu sais, c'est très, très délicat. Et donc, oui, ça s'y prêtait, alors je leur ai raconté une histoire. Et puis, à la toute fin de la rencontre, qui a duré une journée, hein, il y a un détenu qui est venu me demander de lui lire une histoire en particulier qu'ils avaient choisie et qui s'appelait L'Incompris. Et quelques jours auparavant, j'avais rencontré la personne qui est à l'origine de cette histoire, qui m'avait permis. Et quand il a su que j'allais en prison, il a fait « Ah, je vais y aller avec toi! » Puis là, j'ai fait ben là, on peut pas. Quand on va en prison, c'est compliqué. Il faut montrer patte blanche et ça fait longtemps que c'est préparé, Oui. cette émission. Donc, et je l'ai dit aux détenus. J'étais extrêmement émue. J'ai fait « Wow, je pense que vous vous êtes rencontrés quelque part » parce qu'il voulait être là pour donner un sens encore plus grand à son histoire. Et s'il a accepté de me raconter son histoire, c'était vraiment pour aider des gens à survivre à la leur et à trouver la force à démontrer, dans le fond, que peu importe l'histoire, on peut s'en sortir, dans le fond. C'est ça. Et à la toute fin, là, quand c'était fini, les caméras étaient éteintes et tout, eh bien, je me promenais, puis tous les détenus étaient là. Et puis, à chaque... C'était incroyable, c'est difficile J'en ai des frissons même quand je le raconte. Chacun faisait à côté de moi, comme en cachette, me touchait, puis il me racontait, il me disait « Soif ». Ça, c'est le nom d'une histoire. Mhm. L'autre, il me disait « Abus ». L'autre, mais comme ça, pas que les autres l'entendent, là. C'était cette histoire-là qui les avait touchés. Et tu sais, quand j'écrivais, je cherchais toujours des titres pour comment je vais décrire. Comment je vais appeler cette histoire-là? C'est ça. Avec un titre, c'est toujours délicat à trouver, ça. Et puis, et là, je me disais, ah, wow, là, je comprends pourquoi j'avais tant de besoin de titres. Il résume tous les titres. Chaque titre a une importance. Et chacun de ces détenus-là, ben, puis même, je m'en rends compte parce que des fois, il y a des gens qui arrivent avec mon livre dans mon bureau puis qui disent « Ça, là! » Puis là, ils me donnent le titre d'une histoire. Oui. Ah, celle-là, tu l'écris pour moi, hein? Je dis, mais t'as peu, là. Non, parce que tu ne m'en as jamais parlé de cette histoire-là. Alors donc, c'est des histoires universelles, c'est ça que ça me dit. Mais justement, j'en arrive là, c'est que même si c'est pas nécessairement une histoire qu'on a vécue ou qui se rapporte ou qui se rapproche de ce qu'on a vécu, je comparais tout à l'heure au fameux livre « Les bouillons de poulet ». Ouais. Parce que on peut lire une histoire en prenant son café le matin, elles sont pas longues, hein? Non. C'est 4-5 pages, 2-3 pages pour maximum. J'ai vu celle-là, oui, c'est une page. Et ça amène une réflexion et ça amène aussi une évolution ou je ne sais pas comment décrire, mais on va penser un problème autrement. Ouais. On va appréhender la vie. Ça dédramatise. Mais aussi, ça fait qu'on est compris. C'est surtout ça. Un jour, une petite jeune fille, elle avait 17 ans. Et je lui dis, ah, ça te tente que je te raconte une histoire? Puis elle me dit oui. Puis j'ai lu une histoire qui a absolument rien. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de... Ça n'a rien à voir avec elle, mais rien. Mais il y a quelque chose qui me touchait, moi, dans cette histoire-là, puis qui je croyais avait... Un lien peut-être. Écoute, je lui raconte cette histoire-là, elle se met à pleurer, elle était émue et ravie, là. Attention, pas émue démolie, là. Non, émue, touchée. Puis, à la fin, elle pleurait. J'ai des Kleenex. Elle pleurait. Oui. Mais elle pleurait presquement de joie pour me dire, mais t'as écrit mon histoire. Je suis comme, ah, incroyable, parce que non, ça veut tellement rien à voir. Mais elle a été profondément touchée parce qu'elle s'est dit, ah, là, je comprends. Oh,
elle m'a compris, si elle ou si quelqu'un m'a compris, moi, je peux me comprendre. Je peux sortir de ces ornières-là dans lesquelles j'avance, puis que je ne comprends pas, puis ça ouvre. Tu vois, l'imaginaire, ça fait ça aussi. Dans les contes, ici, c'est tout beaucoup l'imaginaire. Il y a un des contes ici Donc, celui-là, pour terminer là-dessus, Oui, ça, c'est pour les adultes. Hein? Oui. Puis il est disponible à la librairie L'Écuyer, puis Tout à fait. c'est vraiment quelque chose qui se lit facilement puis qui est le fun à lire. Là. Ça, je l'ai feuilleté, là. Mais il y a plusieurs personnes qui me disent que ça... Il y en a qui lisent d'un coup. Oui, mais moi, je vais te dire qu'il se lit en pièces détachées. Oui, c'est ça. De façon extraordinaire. Oui, ça se lit vraiment... Être un sens à l'anxiété, somnambulisme et conscience, empreinte, l'incompris. Abus, quel abus? L'encoprésie, l'enfant qui gardait tout en dedans. Peinture carottée, dans la même veine. C'est tous des petits titres, des petits récits. Et c'est disponible à la librairie L'Écuyer. Oui, tout à fait. Mais là, quand on rentre dans les contes, c'est un autre monde quasiment. Oui, ça, c'est plus un livre de chevet. Oui. Je dirais. Ben, en fait, c'est pas vrai, c'est parce que c'est du monde qui me l'ont dit. Là. Ben oui. C'est un livre plus de réflexion. Ça te permet de faire OK, oui. Ça permet aussi d'ouvrir, parce que j'aborde dans ce livre-là des thèmes qui sont absolument pas balisés en psychologie ni dans la science actuelle. Et pourtant que je rencontre extrêmement souvent dans ma pratique tout ce qui a rapport au paranormal ou à la différence. Et nous vivons dans un monde qui veut tout coder, qui veut absolument avoir des diagnostics pour tout, puis avoir des, numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est très, très, très... Alors que l'être humain est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus... On n'a pas tous été faits dans le même moule. Non, mais peu importe, même si on se ressemble toutes, on va toutes avoir une histoire différente, tu sais, fait que on va jouer avec les mêmes molécules, mais ils vont être différemment agencés, tout à fait, merci. Alors, donc, je parle du paranormal, je parle d'un paquet d'affaires dans ça. Je touche donc à des éléments qui ne sont pas balisés ni par la science, mais pourtant que je vois, moi, tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent. Et ça crée donc des ouvertures chez les individus qui le lisent et qui font « Ah, ben oui, c'est possible. » Ici, je pense qu'on va plutôt au niveau des outils. Ouais. Ben oui et non. Oui. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'ennui. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Oui, il y en a une dizaine. 13, qu'on peut voir aussi sur ton site web. Là. Ils sont tous, je crois, bien décrits sur ton site web. Tout à fait. Les nouveaux contes de Perrault. Moi, je m'appelle Perrault, fait que c'est facile. P-E-R-R-A-U-L-T. Il n'y a pas de E dans le tien. Comme Charles. Charles Perrault, les contes de Perrault. D'accord. Il n'y a pas de... Ah bon? Ah, c'est pour ça que je l'ai appelé les nouveaux contes de Perrault. Tout à fait. Les nouveaux contes. Par exemple, tu vois l'ennui, ce mauvais génie. Ça, c'est une histoire qui est utile pour des enfants qui sont... De nos jours, il y a énormément de gens qui sont séparés, donc une garde partagée, Alors, les enfants s'ennuient, les parents s'ennuient aussi, parce que quand j'écris pour les enfants, les adultes aussi... bénéficient de cette lecture-là. Oui, parce que ça... Puis on le lit souvent avec notre enfant. Ben oui, en plus, ça fait que ça nous guide aussi, ça nous outille aussi, parce que ça nous ramène dans l'esprit d'un enfant qui pense, qui réfléchit, puis pour l'amener, lui, plus loin, puis fatalement, ben, le parent l'accompagne. Alors souvent, celui-là, il est vraiment extraordinairement utile chez des enfants qui ont perdu un parent ou une grand-maman ou un grand-papa qui est mort ou des parents séparés, ou des parents qui partent en voyage loin, etc. Ça, c'est un outil absolument formidable qui redonne du pouvoir à l'enfant, à l'adulte, à tout le monde. Et tout à l'heure, on parlait du sac à dos invisible, puis on regardait parce que tu as ton histoire, mais tu as des questions à la fin aussi pour... À chaque conte, à la fin de chaque conte, il y a des questions qui ramènent, pour se ramasser, qui permettent peut-être aussi de focusser et de permettre aux parents de comment utiliser l'outil, comment que ça devienne un échange entre le parent. Ah oui, tu te rappelles, c'est quoi donc qu'elle avait fait déjà? Ah oui, comme par exemple l'ennui, une des questions aussi, c'est dis-moi pas que l'ennui est dans la maison. Oh non!
Parce que l'ennui, lui, il vient prendre l'énergie des enfants puis des adultes. Puis c'est comme ça qu'il se nourrit. Fait que l'enfant, il part tout le temps. Mais quand on le sait, on fait « Ah, dis-moi pas que l'ennui est dans la maison. » Et là, on s'amuse, tu sais. Oui. Il n'y en a plus de drame. On fait « Oh mon Dieu! » Il est là. Il est Bon. là. Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en défait? Ça Et aussi. ce qui est intéressant, je trouve, n'hésite pas à me faire part de tes réflexions et commentaires. Ouais. Donc, il y a une interaction aussi qui peut se faire avec ton lecteur et toi. Oui, ça serait le fun, mais c'est rare que ça C'est arrive. encore, c'est dommage, mais on va inviter nos téléspectateurs à le faire. Ça serait donc bien le fun. Mais J'aimerais ça. effectivement, connais-tu des personnes qui savent beaucoup de choses et à qui tu pourrais t'adresser pour avoir des réponses? Donc, vraiment, la réflexion peut... L'adulte peut faire la réflexion, mais l'enfant aussi, c'est Aussi. à sa portée. Absolument. Donc, avec Fait que un si ses parents, accompagnement... parce que les enfants, ils sentent parfaitement bien qu'ils ne peuvent pas dire telle chose à papa ou à maman, mais ils savent qu'ils peuvent le dire à grand-maman ou ils savent qu'ils peuvent dire à leur professeur. Alors, ils peuvent se libérer de cette façon-là. On ne leur demandera pas de le dire aux parents. Non. Il y a des Ils enfants, vont le il y a demander. des enfants qui disent, qui finissent par sortir quelque chose d'épouvantable qu'ils ont vécu. Ça prend des proportions incroyables. Puis après ça, les parents font « Mais pourquoi tu me l'as pas dit? » Et là, l'enfant, il est totalement mal parce qu'effectivement, pourquoi il l'a pas dit? Puis les parents, souvent, ils font « Mais là, pourtant, je comprends pas qu'il n'est pas confiant. » Et ça fait un truc de plus difficile encore, alors que non, les enfants le sentent instinctivement que leurs parents vont leur dire quoi faire. Ils vont leur dire, ben là, voyons donc, tu fais pas ça de même. Tu es tata, ben fais ça, ben fais ça. Et là, l'enfant, il veut pas se faire dire quoi faire. Mais on peut l'aider à réfléchir. Mais si on pense pas à sa place, puis qu'on l'aide à penser, Oui. il va trouver des solutions. Il va se sentir confiant. Mais si, quand il raconte quelque chose à sa mère ou à son père, les parents font un drame, ils en parlent à tout le monde, bon, ben là, hey, c'est pas drôle ce qui est arrivé à la petite, là, l'enfant fait, hey, ça a l'air que... Il sent tout ça, que c'est devenu une bébite de foire, je sais pas trop, j'exagère. Oui. Mais, Oui, on voit où tu vas en venir. d'accord. Oui. Hey, Daniel, on a déjà écoulé notre Ah, temps. mon Dieu, c'est fou! Oui, OK. déjà. Alors, on peut visiter ton site web et lire tes contes. C'est disponible à la librairie L'Écuyer. Ils sont tous disponibles. Merci beaucoup de ta visite. Un plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.